11 heures du matin. Un bateau présidentiel traverse le fleuve Congo. À son bord, les ministres des Affaires étrangères du Zaïre et l'homme qu'il vient de jurer de protéger, Pierre Mulele. Ces jours-là, un gouvernement africain s'apprête à commettre l'un des pièges les plus calculés de son histoire, sous couvert d'amnistie présidentielle. Ce n'est pas seulement une histoire congolaise, c'est l'histoire de ce qu'un pouvoir est capable de faire à un homme qu'il a juré publiquement de pardonner. Dans les minutes qui suivent, vous allez comprendre comment cette traversée s'est transformée. 3 jours plus tard, en une des nuits les plus brutales jamais documentées sur les sols congolais, et vous allez entendre l'ordre exact, donné en lingala par un général à un colonel, qu'une commission d'enquête a fini par exhumer des décennies plus tard. Et ce n'est pas tout. Pierre Mulele a été ministre de l'Éducation du premier gouvernement congolais indépendant. Il a ensuite déclenché une rébellion qui aurait coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Il a été traqué pendant près de 5 ans. Puis on lui a promis, par écrit et en personne, les pardons de la nation. Cette promesse n'a tenu que 3 jours. Pendant 2 mois, nous avons regroupé les archives déclassifiées de la CIA, les minutes d'une commission d'enquête congolaise, les comptes rendus de la presse internationale d'octobre 1968 et les travaux universitaires les plus récents sur cette affaire, en particulier ceux de l'historien Emery Kalema, l'un des seuls chercheurs à avoir consacré une thèse entière à la façon dont chaque régime congolais, de Mobutu à Kabila, a manipulé la mémoire de cet homme. Ce que vous allez entendre n'est pas un règlement des comptes. Sur plusieurs points précis, la date exacte de sa mort, l'existence réelle d'un procès, les sorts final de sa propre mère. Les sources se contredisent encore aujourd'hui. Nous vous les dirons chaque fois. C'est que les documents, les témoins directs et les silences officiels permettent à ces jours de reconstituer. Pierre Mulele naît en 1929 dans le petit village d'Issoulou Matende, secteur de Lukamba, territoire d'Ngungu, province du Bandundu. Son père, Benoît, est infirmier. Sa mère, Agnès, tient le foyer. Il appartient à l'ethnie Mbunda. Voici les détails que vos parents ne vous ont probablement jamais racontés. Selon plusieurs témoignages de ses anciens camarades de classe, le jeune Mulele est renvoyé 2 fois de l'école. D'abord du petit séminaire de Kinzambi, puis de Leverville. Pour la même raison, l'indiscipline, un insoumis déjà avant même de prendre les armes. Cette anecdote reste non vérifiée de manière indépendante, mais elle traverse plusieurs récits congolais distincts, ce qui en fait, au minimum, une légende fondatrice cohérente. Il s'enrôle dans la police, devient employé de l'administration coloniale, puis fonde en 1959 les partis solidaires africains avec Antoine Gizenga. L'année suivante, à l'indépendance, Patrice Lumumba, qui cherche un gouvernement représentatif de toutes les sensibilités congolaises, lui confie les ministères de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Mulele a 31 ans. Il est, à cet instant précis, un homme du système. Après la destitution de Lumumba par Kasavubu, Mulele rejoint Gizenga à Stanleyville. Puis il part se former à la guérilla en Chine populaire. Il rentre clandestinement au pays vers juillet 1963. Le 1er janvier 1964, il déclenche par des attaques sporadiques ce qui deviendra la rébellion du Kwilu. En moins de 3 semaines, les soulèvements s'étendent à l'ensemble des territoires Bapende et Bambunda. Voici l'effet choc. Ces combattants qu'ils baptisent la jeunesse mêlent doctrine marxiste et croyances en la magie, au cri des Mulele Mai, l'eau des Mulele.
Ils se jettent au combat persuadés que les balles tirées sur eux se transformeront en eau. Les magasins American Time les confirmera dans ce colonne. Cette conviction, aussi irrationnelle soit-elle, suffira à mettre en déroute une armée nationale congolaise alors mal entraînée. Et là, vous vous demandez peut-être, un homme qui croit que les balles deviennent de l'eau peut-il vraiment être un stratège politique? La contradiction est là, et elle ne se résout pas en sa faveur. Moulele perd rapidement les contrôles de ce qu'il a lancé. Selon les archives consultées, ses propres partisans se retournent contre les populations qui n'appartiennent pas au groupe Mbunda et Pende, torturant et exécutant ceux qui refusent de rejoindre le mouvement. Au point que certains cadres rebelles de la première heure quittent ces rangs pour éviter un génocide. Ce n'est ni un saint ni un simple bandit. C'est précisément ce que ces documentaires refusent de trancher. En face, la riposte de Mobutu n'est pas plus tendre. Entre 1964 et 1968, l'armée mène une politique de la terre brûlée dans la zone Idiofa Kikwit Ngungu, village rasé, récolte détruite, la région coupée du reste du pays. Les bilans documentés de cette seule contre-insurrection oscillent entre 60 et 70 000 morts civils, un chiffre que d'autres archives congolaises font grimper. Pour l'ensemble de la rébellion, jusqu'à 100 000 morts, selon certains récits congolais, la propre mère de Moulele aurait été arrêtée et exécutée publiquement devant les villageois de Lukamba pendant cette période. Un détail qu'une autre source, elle, contredit directement en la plaçant vivante et détenue 4 ans plus tard. Nous y reviendrons. Même l'essor de sa mère reste à ces jours une zone d'ombre. La rébellion s'effondre en 1964. Faute d'armes modernes, à cause de l'isolement géographique du Kwilu, Moulele se réfugie en forêt, puis franchit le fleuve pour Brazzaville. Il y reste près de 5 ans. Et c'est là que tout bascule. Le 13 septembre 1968, il refait surface publiquement à Brazzaville. Les autorités congolaises brazzavilloises les placent en résidence surveillée. Le lendemain, il s'entretient avec le président Marien Ngouabi, qui a lui-même besoin de légitimité après son propre coup d'État récent, et voit dans ce dossier une occasion de normaliser des relations exécrables avec Kinshasa. Ngouabi pousse Moulele à négocier son retour, en s'appuyant sur l'amnistie générale que Kinshasa vient de proclamer en août 1968. Le 27 août, le premier ministre congolais brazzavillois Alfred Raoul informe une délégation d'exilés lumbumbistes, qui s'y oppose farouchement, que la décision est déjà prise. Le ministre Justin Bomboko viendra en personne conclure l'accord. Bomboko traverse à Brazzaville fin septembre, négocie les modalités. Et le 29 septembre à 11h, une réception est donnée à bord du yacht présidentiel. Dans l'après-midi, Bomboko traverse les fleuves avec Moulele, son épouse Léonie Abo, Joseph Makinda et 2 autres partisans pendant que Mobutu se trouve en visite officielle au Maroc. À l'arrivée, Moulele est accueilli au champagne et au caviar. Il passe 3 nuits dans la résidence privée de Bomboko. Des dizaines d'amis viennent les saluer et les soldats des gardes notent soigneusement chaque nom sur un registre. Personne à ce moment ne semble remarquer ou vouloir remarquer ce que ces détails administratifs signifient déjà. Le 2 octobre, Mobutu rentre du Maroc. Lors d'un meeting public, il annonce que Moulele est exclu de l'amnistie et sera jugé comme criminel de guerre. Il fait défiler devant la foule une procession de mutilés de guerre, désavouant publiquement les engagements pris par son propre ministre des Affaires étrangères. Une délégation venue de Brazzaville pour sauver la face notera dans une déclaration publique que les textes signés par Bomboko
et les propos tenus par Mobutu à son retour ne concordent pas. Mbomboko lui-même reconnaîtra plus tard devant une commission qu'il n'existait aucun accord écrit, seulement des engagements verbaux. Tout l'édifice de la confiance reposait sur une parole donnée par un homme absent du pays au moment où elle a été donnée. C'est ici que se situent les faits que personne ne vous a montrés. Selon les témoignages recueillis par une commission d'enquête, c'est le général Bobozo, membre du comité dirigeant les pays en l'absence de Mobutu, qui, à l'issue du meeting, interpelle directement le colonel Singa en lingala et lui lance un ordre dont voici la teneur exacte, tel que rapporté aux enquêteurs. Je cite, « Va immédiatement déposer Mulele au camp Kokolo. » Singa, invoquant son devoir d'obéissance militaire, envoie son garde du corps chercher Mulele chez Mbomboko. Bobozo, pour s'assurer que l'ordre a bien été exécuté, fait arrêter les secrétaires Mbomboko et son frère et ne les relâche qu'après avoir vu Mulele de ses propres yeux au camp. Ce soir-là, vers 17h, Mulele, sa belle-sœur Thérèse Léonie Abo et un homme nommé Mibamba sont conduits à la prison du camp Kokolo. Ils y trouvent déjà enfermé Théodore Bengila, un proche collaborateur de Mulele, qui leur demande « Vous aussi vous êtes venus pour qu'on nous tue tous ensemble ?» 10 femmes sont enfermées dans une cellule séparée pendant 3 mois, sans nouvelles de leur sort. Dans la nuit du 2 octobre 1968, les soldats commencent à torturer Mulele et Bengila, ce que plusieurs récits congolais indépendants décrivent sans en varier l'essentiel et documenté de la manière la plus crue possible. Les yeux arrachés des orbites, les organes génitaux sectionnés, les membres amputés un par un, tout cela alors que les 2 hommes sont encore vivants. Les restes sont jetés dans les fleuves Congo. Et voici la contradiction que ce documentaire ne tranchera pas. Parce qu'aucune source ne le permet. La version officielle reprise par la presse internationale de l'époque parle d'un tribunal militaire des 3 juges réunis au camp Tchachi, qui aurait délibéré 15 heures avant de condamner Mulele à mort pour préparation d'une révolte communiste formée à Cuba. Les noms des juges n'ayant jamais été révélés, selon cette version, les jugements auraient eu lieu le 8 octobre, l'exécution le lendemain, mais la reconstitution congolaise la plus détaillée, fondée sur les témoignages nommés devant une commission d'enquête, ne mentionne aucun procès, seulement un ordre verbal, donné les soirs même du retour de Mobutu, suivi d'une exécution immédiate. Un tribunal a-t-il vraiment siégé 15 heures? Ou cette histoire des procès a-t-elle été fabriquée après coup pour donner une apparence d'illégalité à ce qui n'était en réalité qu'un règlement des comptes ordonné dans l'urgence par un général? Aucun document consulté à ce jour ne permet de trancher. Brazzaville rompt ses relations diplomatiques avec Kinshasa. Sa radio nationale avertit que la rébellion n'est pas morte avec Mulele. Pierre Mulele n'a pas de tombe. Selon un haut responsable congolais, cité dans les archives commémoratives, sa tombe, ce sont les flots du fleuve, multipliés par le nombre des morceaux de son corps. L'historien Émeric Kalema, qui a consacré sa thèse de doctorat à cette affaire, montre quelque chose d'essentiel. Faute des corps et des sépultures, les partisans de Mulele n'ont jamais pu faire les deuils au sens classique du terme. Ils l'ont à la place maintenu vivant dans l'imaginaire collectif sous Mobutu. Évoquer son nom devenait dangereux. Le régime a organisé méthodiquement l'oubli public de cet homme, puis en 1997,
Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir et inverse brutalement la consigne. Il faut désormais se souvenir, en 2002, une avenue de Kinshasa est rebaptisée en son nom. Une avenue qui passe directement devant les camps Kokolo, les lieux mêmes où il a été torturé à mort. Même la mémoire d'un homme assassiné au Congo appartient au pouvoir en place. L'histoire de Pierre Moulélé, c'est l'histoire d'un homme à qui l'on a promis le pardon pour mieux le détruire. L'histoire de Pierre Moulélé, c'est l'histoire d'un pays qui n'a jamais nommé ses bourreaux. C'est l'histoire d'une mémoire que chaque régime, depuis 58 ans, a réécrite à sa convenance. Reste une question que ni les archives de la CIA, ni les minutes d'aucune commission n'ont jamais résolue. Mobutu a-t-il réellement cédé sous la pression de ses propres vétérans mutilés au combat, ou la traversée du fleuve, les champagnes, les caviars et les 3 nuits de tranquillité chez Bomboko n'étaient-ils depuis les premiers jours qu'une mise en scène? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.